l'économie mondiale, il y a beaucoup d'échanges qui se font, qui sont totalement hors des règles et illégaux, hein, donc qui procurent énormément de revenus financiers. Et donc c'est cette forme d'idée toujours aussi qu'on doit répondre à l'exigence d'avoir des emplois pour les gens. Hein, mais on ne se dit pas, est-ce que c'est légitime aujourd'hui de continuer de produire des armes dans un pays qui est la Suisse et qui va fournir des pays qui par ailleurs on va boycotter parce qu'on n'est pas d'accord avec les formes d'action qu'ils ont. Et ça, je pense qu'on peut plus aujourd'hui, c'est pas possible. C'est dire comment. Alors, je connais pas les armes, mais forcément qu'il y a de la mécanique dans les armes. Puis comme j'interviens à la Chaux-de-Fonds, il y a beaucoup de microtechnique. Hein. La microtechnique, ça sert à plein d'autres choses que de fabriquer des armes. On peut en faire beaucoup d'autres choses et on peut facilement réorienter finalement une production de ce type-là vers d'autres choses, puisque effectivement on va dire il y a un savoir-faire qui se perd, etc. Non, il n'y a pas de savoir-faire qui se perd. C'est des choses qui sont tout à fait envisageables à partir du moment où il y a une décision à niveau local, mais si elle ne se prend pas à un niveau local, elle ne va pas se jouer dans une économie qui est globalisée, dans laquelle les règles ne sont pas opérantes. Hein. Clairement, la mise en place de règles au niveau mondial dans l'économie ne sont pas opérantes. Elles n'ont pas d'effet. Ça, c'est clair, ça a été montré. Hélène Hertz a fait un bel ouvrage aussi sur la question de la responsabilité sociale. Au niveau notamment mondial, ça ne fonctionne pas. C'est clair, même avec la bonne volonté de plein de gens dans des grandes entreprises, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, à mon avis, mais voilà, c'est mon avis, c'est à un autre niveau que ça doit se jouer. Et comment on réoriente et comment on casse ces logiques d'idées qu'il faut éviter la perte d'emploi dans certains secteurs. J'avoue que je ne peux pas résister d'ajouter juste quelque chose par rapport à l'Ukraine. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, de poser cette question-là, on pose cette question-là en général, on pose cette question-là dans l'abstrait, ou on pose cette question-là maintenant. Je pense que là, il y a une réponse convivialiste, et d'ailleurs, les convivialistes sont massivement du côté de l'Ukraine dans nos échanges. Il faut armer l'Ukraine, parce que la force la menace première en ce moment sur l'Europe, contre toute tentative de convivialisme, c'est Vladimir Poutine, qui est en train de renouer avec le totalitarisme sous une nouvelle forme, mais d'une façon qu'on n'aurait jamais cru. Donc, c'est-à-dire, voilà, la réponse, elle est compliquée. Mais je pense qu'on peut l'analyser avec les principes. C'est-à-dire, on voit bien là que, dans ce cas précis, en donnant des armes à l'Ukraine, on lutte pour la possibilité de créer un monde convivialiste sur l'Europe, de créer une Europe qui serait plus large que celle qu'on a actuellement, d'une Europe qui partage les valeurs convivialistes. Qu'en même temps, on voit que pour les Ukrainiens, cette expérience leur fait vivre la commune humanité et la commune socialité big time. Donc, voilà, je ne crois pas qu'on puisse répondre à cette question-là d'une seule façon. Je pense qu'il faut la déplier. Je pense qu'idéalement, je ne crois pas que la production d'armes, ou encore moins la production d'armes nucléaires, soit tenable dans un monde convivialiste, mais nous n'y sommes pas encore. Cette question-là, actuellement, pour moi, elle est indissociable du conflit en Ukraine. Ça vous satisfait? C'est sûr que ça ne peut pas vous satisfaire. Moi, je ne suis pas du tout satisfait. Oui, Lucas. Dans le schéma que je trouve très bien, il y a juste quelque chose qui m'échappe. En fait, j'ai l'impression que le plus on monte, en fait, dans le type d'économie, jusqu'à arriver à l'économie globalisée, le plus les alternatives deviennent plutôt floues. Et ça commence à devenir compliqué. Enfin, j'entends que je ne veux pas critiquer les petites choses à faire. Hein. Enfin, je ne suis pas un colibris quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus on monte, le plus ça devient flou. Et quelque part, il y a quand même une matrice générale qui régule ce qui est en dessous, quelque part. Et du coup, je me dis, dans quelle mesure on peut influencer le global, qui est en fait aussi régulateur du tout. Et je me demande, en fait,
par extension, comment on pourrait placer par exemple des luttes sociales qui lutteraient justement contre cette économie globalisée, et par extension en fait comment vous envisagez du coup la transition entre convivialisme, entre libéralisme et convivialisme, parce qu'un réel changement d'une économie globalisée doit s'opérer. Et en fait, je ne vois pas comment on peut penser ce changement à ce niveau-là, hormis les luttes sociales. La patate chaude. Je sais pas. J'ai pas forcément de réponse par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que je pense que les deux. Moi, je propose ce que je sais faire. Effectivement, c'est pour ça que je suis un peu plus là vers l'économie de rez-de-chaussée. Hein. Après, les luttes sociales, je pense qu'elles peuvent jouer sur d'autres niveaux. Je ne suis pas toujours persuadé que le changement de l'étage supérieur passe par des luttes au niveau supérieur. Ça, c'est ma conviction à moi, c'est qu'on peut vraiment couper. Elle ne définit pas tout, le troisième étage. Il ne définit absolument pas tout. Et on peut couper avec ce troisième étage et se réapproprier, en tout cas les deux premiers étages, je pense, à travers pas mal d'actions différentes. Mais ça n'empêche pas, je ne pense pas que le convivialisme dise qu'il y a une bonne manière de faire, mais c'est essayer de réunir à la fois des actions comme celle du blocage des autoroutes, à la fois des actions très, comme vous dites, hein, très finalement locales, particulières, etc., comme des luttes plus générales, comme celles qui ont été celles de Occupy Wall Street, les indignés, etc., ou les gilets jaunes, ou ce genre de choses. Hein. Donc c'est ça, pour moi, l'idée qui est présente dans le convivialisme, c'est donner des bases philosophiques à différents types de luttes et d'actions, sans les opposer. Et c'est ça aussi le risque pour moi, hein, c'est qu'on oppose un type de lutte à un autre en disant bah, ce que vous faites là, c'est pas efficace. Hein. Faut trouver, c'est pas assez large, quoi. Ça n'a pas assez de poids, ni de poids médiatique. Ce que vous faites, c'est anecdotique. Ou vous, ce que vous faites, vous restez dans des vieux schémas marxistes. Hein. Donc, ces formes d'opposition-là, je crois que le convivialiste cherche à les casser. Hein, pas dans le sens d'empêcher le débat, mais l'opposition créatrice, j'aime bien cette idée d'opposition créatrice. Moi, je suis jurassien de naissance. Le débat et l'opposition sur des idées, c'est quelque chose qui est, depuis le début, très important. J'adore ça. Et c'est dans le conflit qu'on trouve des choses intéressantes. Et je crois beaucoup au conflit et à l'opposition comme possibilité de trouver des formes d'action communes, ou en tout cas de lier des choses qui apparaissent comme très très déconnectées. Donc oui, les luttes sociales qui interviennent à un niveau plus général sont extrêmement importantes, comme toutes les formes de lutte qui interviennent à ces différents niveaux. Là, je pense que c'est l'idée de convivialisme, c'est d'avoir finalement des points d'appui normatifs qui peuvent un peu mettre ensemble ces choses-là, comme il y a l'idée aussi hein, d'avoir une plateforme, comment il l'a appelé, avec l'idée d'îlot, l'archipel convivialiste, hein, c'est l'idée d'avoir effectivement toute une mise en lien, une mise en réseau de différentes formes de lutte ou d'action qui se jouent à des niveaux très différents. Oui. Moi, je trouve la question vraiment assez intéressante parce que j'ai l'impression, en voyant le tableau, que ça va créer à nouveau une sorte de... Enfin, c'est ce que j'imagine en voyant ça, une sorte de quelque chose d'à côté de la société. Le premier intervenant parlait des communautés écologistes comme, j'imagine, des colibris, ce genre de choses, qui pour moi sont presque dérivées dans des idées sectaires en restant entre eux et en oubliant le dehors. Et j'ai l'impression, puisque vos solutions sont particulièrement dans l'économie du rez-de-chaussée, dans l'autoproduction et ce genre de choses, que ça va oublier le fait qu'il y ait un global et que des gens, par exemple, n'ont pas la possibilité d'en sortir. Les classes prolétaires, par exemple, sont dans l'économie globalisée ou dans l'économie circulaire, et donc n'ont pas la possibilité d'aller dans l'économie du rez-de-chaussée comme elles le veulent. Et il y a à nouveau aussi un autre biais, je trouve, là-dedans, c'est l'idée de rentrer en confrontation avec l'état actuel des choses. Dans l'autoproduction, vous parlez de réhabilitation de logements. On pourrait presque parler, par exemple, de logements réappropriés, comme les squats, par exemple, qui vont, eux, complètement recréer des lieux de vie
voire des lieux culturels et aussi des lieux, disons, de production, même de matériel ou de nourriture. Et là, c'est pas le cas là-dedans. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'il n'y aurait pas l'envie d'entrer en confrontation justement avec l'économie actuelle et d'en créer une alternative qui viendrait à côté. Ouais, alors ma présentation, ça peut laisser penser ça, mais je peux vous dire, il y a marqué un conseiller en insertion socio-professionnelle. Moi, je suis en contact tous les jours avec l'économie de marché. Les jeunes, la plupart que j'accompagne, ils veulent un boulot ou un apprentissage. Puis ça, on ne le trouve pas dans l'autoproduction. Donc je ne l'exclus pas, ça, pour moi. Elle existe, mais il faut la mettre à sa place. Ça fait partie des économies et je pense qu'elle ne va pas disparaître. Et même parce qu'on a créé un groupe d'entreprises qui vraiment s'engage auprès des jeunes, ceux qui sont engagés maintenant depuis 10-12 ans là-dedans, ils disaient l'autre jour quand on s'est rencontrés, on ne peut plus faire sans maintenant. Avoir des jeunes puis les accompagner chez nous, ça donne du sens à notre boulot d'entrepreneur. Pour moi, c'est ça. Ça en fait partie. Je ne dis pas qu'il faut rejeter toute l'économie, hein, mais je dis ce n'est pas la seule qui existe. Et dans ce que vous avez dit, les squats, ça fait partie de ces choses-là. Enfin voilà, c'est pour penser d'autres choses, c'est-à-dire en disant c'est pas la seule façon d'être intégré dans la société, de participer à quelque chose, mais il faut se réapproprier toutes ces poches-là de ce type-là. Et celle-là, elle existe toujours, elle va continuer d'exister. Hein, c'est l'hybride. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de mettre en évidence qu'il y a des formes très différentes d'économie, qu'elles coexistent, mais qu'il ne doit pas y avoir le poids principal sur une. C'est surtout dans cette idée-là que j'allais. Excellente question, mais je la reprends à un niveau un petit peu plus général. La société actuelle est très très mais une société, si on l'imagine comme un cercle, elle a ses marges. Et les marges au-delà duquel il y a des choses qui sont pas légitimes. À Montréal, un squat, c'est illégal. Toutes les tentatives qui sont faites sont fermées par la police. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une possibilité. Ici, en Suisse, il y a des possibilités qui n'existent pas au Canada, mais on peut... Voilà, la ZAD